L'une des grandes questions, si ce n'est la grande question qu'on va commencer à se poser, c'est à quoi va ressembler notre vie après le confinement, voire après le coronavirus. Déjà, il semble que le Covid va impacter notre quotidien durant encore quelques mois. Il risque aussi peut-être d'avoir un impact sur notre société, voire sur nos modes de production et de consommation. J'ai fait une petite liste de tout ce qui pourrait changer après le coronavirus. Alors on est bien sûr au conditionnel puisqu'on ne peut absolument pas prédire l'avenir. Je me suis noté quelques idées en vrac, alors je m'excuse par avance si c'est un petit peu désordonné, mais j'avais envie de vous le partager. Et puis vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous voyez le monde de demain. Ce qui semble déjà évident au premier abord, c'est qu'on va vivre encore longtemps avec les gestes barrières. C'est-à-dire de se laver régulièrement les mains, de tousser dans son coude, d'éviter de se serrer la main et de se faire la bise, voire même de continuer à respecter une distanciation sociale et de porter un masque. C'est une habitude à prendre, à intégrer dans son comportement et qui peut faire par la suite de petites différences. Par exemple, en Asie, notamment à cause de la pollution, l'usage du masque il a été banalisé, alors que chez nous c'est assez anxiogène. Et pourtant ça peut aider à freiner des maladies, des épidémies, comme quand on a la grippe durant l'hiver par exemple. Ce virus il nous a fait peur aussi parce qu'il était imprévisible, il nous a pris de court. Il y aura un débat plus tard pour savoir si on l'a suffisamment bien anticipé, mais ce qui est sûr c'est qu'on s'est retrouvé à importer en catastrophe des masques de Chine et à demander aux industries françaises de reconvertir leurs outils de production pour en fabriquer. Alors il y a quand même des choses à retenir de tout ça, relocaliser des productions en France et miser sur notre savoir-faire industriel, ce qui pourrait en plus créer de l'emploi, avec la crise qui nous attend ça serait pas plus mal, et arrêter de dépendre de la Chine, voire de l'Asie de manière générale. Surtout dans le secteur de la santé, ça serait bien de retrouver de la souveraineté. C'était le grand avantage de la mondialisation, pouvoir délocaliser partout dans le monde pour aller fabriquer à faible coût, mais dans un cas de figure majeur comme celui-ci, on s'en mord les doigts. Après, faut pas oublier non plus que relocaliser en France, ça aura un coût, les charges et les salaires sont pas les mêmes, il faudra réapprendre à consommer et arrêter de croire qu'acheter un t-shirt 5 ou 10 euros chez Primark parce qu'il a été fabriqué au Bangladesh ou en Chine, c'est la normalité. D'un point de vue alimentaire, cette crise, elle a permis de plus acheter français. Les supermarchés avaient donné la priorité aux produits français, il faut soutenir l'agriculture qui était déjà en grand danger avec la fermeture des restaurants par exemple. Alors certes, ça coûte plus cher et le prix des fruits et des légumes a augmenté durant la crise sanitaire, mais c'est une bonne chose de consommer local, de consommer de saison et de favoriser les circuits courts. D'un point de vue environnemental, là aussi on a vu des conséquences positives puisqu'on a vu la pollution se réduire drastiquement. Vu qu'on arrête les industries et un usage quotidien de la voiture, forcément les émissions de gaz à effet de serre, de CO2, elles diminuent. L'air est devenu plus sain, moins chargé en particules fines, ce qui est quand même plutôt bon signe pour nos poumons qui sont quand même assez préoccupés alors qu'il est par le coronavirus. On a des photos de vols entre Marseille et Paris qui ont fait jaser sur les réseaux sociaux, déjà parce qu'ils étaient pleins et que dans un environnement clos comme celui d'un avion, le virus peut facilement circuler, et puis on peut aussi s'interroger de la pertinence d'avoir des liaisons entre deux villes françaises qui sont très bien reliées par le train. Parce que si les gens prennent l'avion, c'est bien parce que c'est moins cher. Ça serait donc intéressant de rendre plus compétitif le train pour arrêter des liaisons aériennes stupides qui polluent énormément. On a vu aussi les eaux s'éclaircir, les animaux reprendre leurs droits dans la nature, vu que la place de l'homme avait reculé. Alors forcément, vous vous en doutez bien, on ne va pas rester comme ça éternellement, l'économie va repartir, les industries aussi, les voitures vont recommencer à circuler, mais le grand public a pu voir l'impact de sa consommation et de sa production sur l'environnement. Et j'imagine que même pour les scientifiques, avoir une planète qui tourne au ralenti d'un point de vue économique, et voir les différences statistiques entre une planète qui tourne à plein régime et une planète qui ralentit, c'est intéressant pour tirer des conclusions et faire des plans sur l'avenir. On peut étudier les possibilités d'amélioration vers un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Et ça rejoint ce que je disais sur la mondialisation, aller produire en Chine ou en Asie et faire revenir la production en France ou en Europe pour ensuite les vendre sur nos marchés, et ça crée de la pollution puisqu'on est obligé de les faire revenir en avion ou en bateau. Alors que produire en France ou en Europe, plutôt localement, ça fait quand même beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. Faut le voir comme ça, le coronavirus, il a mis un gros coup de frein et on a quand même pu se rendre compte à quel point notre monde partait à la dérive. Le pire risque environnemental qu'on pourrait prendre, ce serait la volonté de relancer l'économie et de vouloir rattraper le retard qu'on a pris. Ça veut dire qu'on produirait à outrance, qu'on réaugmenterait nos capacités de production pour justement aller inonder le marché, et les quelques semaines de répit que la Terre elle a eu, elles seront vite effacées si on multiplie par 2 nos pollutions. Quand je parle de monde à la dérive, certes il doit y avoir une prise de conscience individuelle, mais aussi collective. On peut revoir nos modes de consommation, chacun de son côté, mais il faut aussi et surtout revoir nos modes de production. Il faut arrêter de produire à outrance, il faut produire mieux pour consommer mieux. Comme ça, on jette moins et on pollue moins. De toute manière, il va y avoir une grande bataille idéologique et politique sur le monde de demain. Certains en France remettent sur la table le revenu de solidarité que tout le monde toucherait et qui permettrait par exemple de lutter contre la pauvreté et de favoriser la consommation, ce qui pourrait relancer l'économie. Par contre, il faut que le revenu de solidarité il soit encadré parce que si l'inflation augmente, si les prix augmentent, en fait on ne va pas lutter contre la pauvreté. La crise a aussi permis de se rendre compte qu'on pouvait faire du télétravail. C'était jusqu'à présent assez mal vu, mais pourtant on peut être aussi productif depuis chez soi, et en plus ça peut améliorer notre qualité de vie. C'est un autre rythme, mais le confinement ça a aussi permis de se retrouver, de se ressourcer,
et de réapprendre à vivre. Dans une société qui allait à 2000 à l'heure, pouvoir se poser un petit peu de temps en temps, c'est pas plus mal. Après, je dis pas que le confinement était facile, loin de là, surtout pour les gens qui étaient des familles nombreuses dans des petits appartements, et pour les personnes âgées, celles qui étaient isolées, qui tournaient en rond, on a besoin d'interaction sociale, et puis aussi on a besoin de travailler parfois pour se sentir utile. À l'issue de cette crise, faudra pas oublier les gens qu'on applaudissait tous les soirs à 20 h, qui ont trinqué durant cette épidémie, qui se sont battus, qui ont travaillé d'arrache-pied pour qu'on puisse survivre. Je parlais du secteur aérien qui est en crise, mais c'est bien toute notre économie qui va être en crise. On annonce une récession de 8%, c'est-à-dire que le PIB français il va diminuer de 8% en 2020. Très rapidement d'un point de vue économique et en vulgarisant un petit peu tout ça, on parle de croissance quand notre PIB augmente et qu'on crée de la valeur et de la richesse. Ça entraîne des retombées positives comme la hausse des salaires et donc la hausse de la consommation, ce qui va donc entraîner une hausse de la croissance et créer un cercle vertueux. Dans le meilleur des mondes, sachant que maintenant la mondialisation, elle peut nous pousser à aller acheter à l'étranger, au détriment de la croissance française. Mais peut-être que maintenant, avec la volonté de consommer de nouveaux français, ça peut changer. La récession, c'est tout l'inverse. Forcément, on a des pertes économiques. Qui dit perte dit chômage, dit baisse de l'emploi, baisse des salaires, baisse de la consommation, ce qui crée donc une spirale négative qui peut entraîner davantage de récession à l'avenir. Pour casser ça, l'État peut investir massivement et donc s'endetter afin de relancer la consommation, grâce à des aides publiques par exemple. Mais ça coûte de l'argent, il faut donc que l'État s'endette. On peut aussi augmenter les impôts, mais augmenter les impôts du consommateur, ça va encore faire baisser davantage son pouvoir d'achat, et là ça serait contre-productif. À moins de cibler que les très grandes entreprises et les très grandes fortunes, comme certains le voudraient. C'est bien beau de vouloir verser des dividendes aux patrons et aux actionnaires, mais c'est pas ça qui va relancer la consommation. Quand une entreprise elle gagne de l'argent, elle peut avoir plusieurs solutions. Elle peut augmenter les dividendes pour faire plaisir aux actionnaires, elle peut aussi épargner et mettre de l'argent de côté en prévision de jours plus compliqués, ou alors elle peut investir soit en augmentant les salaires pour faire plaisir à ses employés et favoriser la consommation, ou alors investir en améliorant et en augmentant ses moyens de production, ce qui peut aussi créer de l'emploi. L'une des conséquences aussi du coronavirus, c'est que ça a exposé les failles qu'il y avait dans l'hôpital. On parle notamment du manque de moyens qui est évoqué depuis déjà assez longtemps. Il y avait déjà eu des manifestations, pas grand chose ne bougeait, et il faut une épidémie malheureusement et des milliers de morts pour qu'on se rende compte qu'on a besoin d'un hôpital public performant. On a vu aussi l'importance des métiers qui sont souvent dévalorisés et sous-payés, que ce soit les caissiers, les livreurs, les femmes de ménage. L'une des choses positives par contre à retenir, c'est qu'on a vu s'organiser une grande solidarité. Les gens se sont entraidés entre eux, entre voisins, notamment pour aller faire les courses aux personnes les plus fragiles. Certains bénévoles allaient aider les agriculteurs. C'est quand même une belle chose de voir les gens s'entraider dans une société qu'on croit de plus en plus individualiste. J'aurais dû faire prof de philo, moi, et pas journaliste. Bien sûr, des entreprises vont fermer parce que même s'il y a des milliards d'euros qui sont investis par l'État, on va sauver en priorité, et même on va sauver de manière générale, que les entreprises, que les boîtes, que les industries qui sont prometteuses et qui sont intéressantes pour le futur. Mais malheureusement, les entreprises qui étaient en difficulté avant le coronavirus, qui étaient déjà endettées, qui étaient déjà sous l'eau, eh bien on ne va pas perdre de l'argent, on ne va pas gaspiller de l'argent pour les sauver malheureusement. Certains disent que c'est l'une des plus graves crises économiques qui va arriver. D'autres sont plus optimistes. Contrairement à 2007 où c'est une bulle spéculative qui a éclaté et qui nous est tombée dessus comme ça, et bien là on a eu le temps d'anticiper et de voir les choses. L'État peut anticiper et dépenser de l'argent pour justement nous favoriser à consommer et créer un rebond de la croissance d'ici un an et demi, dans le meilleur des mondes. En parlant de 2007, il va falloir faire attention une nouvelle fois à pas que les banques s'effondrent de nouveau, et aussi que les banques et assurances qui ont été sauvées en 2016, elles prennent leur part, elles s'investissent financièrement pour relancer l'économie. Quand on arrivera à la fin du chapitre coronavirus, il y a deux chapitres différents qui nous seront proposés. Soit on repart sur le monde d'avant, et auquel cas on n'a quand même pas compris grand chose, soit on tente d'inventer le monde de demain, mais on peut quand même douter de notre volonté de remettre les choses en question quand on voit des gens attendre 3 heures dans un embouteillage pour aller au drive du McDo qui vient de réouvrir. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on va tirer les leçons de nos erreurs, ou au contraire, est-ce qu'on va repartir comme avant? Vous pouvez aussi vous abonner pour soutenir la chaîne, liker, commenter et partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.